Mes esprits étaient élevés alors que je rassemblais mes affaires et montais les escaliers. Le projet de migration du réseau à Dallas avait été achevé un jour avant la date prévue, me permettant de rentrer chez moi plus tôt que prévu. En atteignant le palier, avec seulement 5 marches restantes, des pensées de plans de soirée avec Nikki remplissaient mon esprit. En me retournant, j'ai vu un homme se tenant en haut des escaliers. Puis j'ai vu un éclair. La force semblait me propulser instantanément en arrière dans les escaliers, suivi d'une obscurité totale. Ma conscience dérivait dans le vide jusqu'à ce que je me retrouve soudainement allongé dans un lit inconnu. Bien que rapidement conscient que ce n'était pas mon propre lit, je n'avais aucune idée de ma localisation. Malgré l'obscurité de la pièce, je pouvais percevoir des conversations chuchotées à proximité. Mes tentatives de mouvement se sont avérées futiles, parvenant seulement à tourner légèrement la tête. Mes pensées ont commencé à se disperser jusqu'à ce que la voix de Nikki perce la confusion. Elle se tenait près de la porte, conversant avec un homme non identifiable qui lui tournait le dos. Ignorant ma conscience, ils ont continué leur discussion, que j'ai eu du mal à suivre. « Qu'est-ce que le médecin t'a dit ?» a demandé l'homme. « Il a dit qu'Eric va mieux mais qu'il n'est pas encore hors de danger », a répondu Nikki. « Médecin ?» Il parlait de moi. La phrase « pas encore hors de danger » résonnait dans mon esprit, mais je ne pouvais pas en saisir toute la signification. Mes tentatives de comprendre la situation étaient contrecarrées par mon incapacité à maintenir ma concentration. Nikki semblait tenir la main de l'homme tout en le poussant vers la porte. « John, tu ne devrais vraiment pas être ici, » lui dit-elle. « Se souvient-il de ce qui s'est passé ? » « Je ne sais pas. » Le détective Tranca a essayé de lui poser des questions à ce sujet hier mais Eric était trop sous l'emprise des analgésiques pour donner des réponses, a dit Nikki. Dès qu'il pourra parler à la police, je veux savoir ce qu'il va leur dire. John, s'il te plaît, pars avant qu'il ne se réveille et te voie. En plus, le détective Tranca pourrait revenir à tout moment. D'accord, je pars mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Je le ferai. Maintenant, s'il te plaît, pars. Je ne peux tout simplement pas rester avec toi en ce moment, dit Nikki. J'ai essayé de comprendre de quoi Nikki et l'homme parlaient. Elle l'appelait John mais cela ne signifiait rien pour moi. Nikki a commencé à regarder dans ma direction et j'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, l'homme était parti et Nikki était assise dans un fauteuil devant la fenêtre sombre. Pris par surprise, je me demandais si l'homme était vraiment là ou si je l'avais rêvé. J'allais demander à Nikki où j'étais et qui était l'homme mais je n'arrivais pas à me résoudre à ouvrir les yeux. J'ai décidé de me reposer 1 minute puis demander à Nikki de me dire où j'étais. Quand j'ai rouvert les yeux, c'était le matin et je regardais le plafond carrelé blanc. La pièce était calme mais je sentais qu'il y avait d'autres personnes. J'ai tourné la tête vers la droite autant que possible, mais ce n'était pas très loin. Peut-être seulement de 3 à 4 pouces, mais c'était suffisant pour voir Nikki assise près de la fenêtre. Le soleil qui passait à travers la fenêtre derrière elle m'empêchait de voir son beau visage, mais je pouvais voir que ses yeux étaient gonflés comme si elle avait pleuré et qu'elle tenait un mouchoir dans sa main. Alors que je regardais, Nikki s'est détournée de moi et a regardé par la fenêtre. Apparemment, elle n'avait pas remarqué que mes yeux étaient ouverts. J'ai tourné la tête vers la gauche mais pas plus avec succès que vers la droite, mais j'ai réussi à voir cet emmerdeur qui continuait de me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas si ces questions étaient un souvenir ou un rêve. Il mesurait environ 1,70 m et pesait environ 75 kg. Il avait des cheveux bruns bouclés qui correspondaient presque à la couleur de son costume. Ce costume, on aurait dit qu'il l'avait porté tous les jours ces 5 dernières années. Les coudes étaient usés, les poches toutes déchirées, et la large cravate bleue qu'il portait était non seulement démodée mais ne s'accordait pas avec le costume. Ce qui me troublait, c'est que je l'ai reconnu dès que je l'ai regardé mais je ne savais pas qui il était. Je me souvenais vaguement qu'il me posait des questions mais je ne pouvais pas me rappeler quelles étaient ces questions ni pourquoi il les posait. Le nom qui m'est venu à l'esprit en le voyant était Curly mais je n'étais pas sûr que ce soit son nom ou si je l'appelais ainsi à cause de ses cheveux. Quoi qu'il en soit, Curly était appuyé contre le mur et lisait un journal. Lorsqu'il a commencé à baisser le journal et à jeter un coup d'œil par-dessus, j'ai rapidement fermé les yeux et fait semblant de dormir. Je n'avais pas envie de répondre à des questions. En faisant semblant de dormir, je me suis endormi car lorsque j'ai rouvert les yeux, la pièce était vide. Nikki et Curly étaient partis et il faisait sombre dehors. Je devais m'être rendormi. J'étais contrarié d'avoir dormi si longtemps.
Je voulais parler à Nikki. Je me souvenais que je voulais lui demander quelque chose mais je ne pouvais pas me rappeler quoi. Je suis resté immobile et j'ai écouté, essayant de comprendre ce qui se passait. La clarté m'est venue peu à peu. De toute évidence, j'étais à l'hôpital mais depuis combien de temps j'y étais et pourquoi, cela m'était flou. Je me souvenais d'avoir vu Nikki assise près de la fenêtre 2 ou 3 fois et je me souvenais aussi que Curly m'avait posé des questions au moins une fois et que je l'avais vue appuyée contre le mur plus d'une fois. Je n'arrivais pas à savoir si tout cela s'était passé en une journée ou sur plusieurs jours. Ce qui me dérangeait vraiment, c'est que je ne réalisais pas depuis combien de temps j'étais à l'hôpital ni pourquoi j'y étais. La pièce était calme, ce qui m'aidait à me concentrer. J'ai essayé de me rappeler du dernier souvenir clair que j'avais. Je suis resté immobile, laissant mes pensées vagabonder et soudain je me suis souvenu de quelque chose. Je me souvenais être rentré d'un projet à Dallas et d'être entré dans la maison en portant mes sacs. Je crois avoir posé les sacs dans le couloir et... Que faisais-je? Je ne pouvais pas me rappeler. Étais-je allé à la cuisine? Étais-je allé aux toilettes? C'était sûrement ça, je pensais. J'étais pressé de rentrer chez moi donc j'avais dû vraiment avoir besoin des toilettes. Je n'étais pas sûr que ce soit exact mais ça avait du sens. De toute façon, je me souviens d'avoir ramassé mes sacs et d'avoir commencé à monter les escaliers. En tournant à droite sur le palier pour monter au 2e étage, j'ai vu quelqu'un debout en haut des escaliers. Maintenant je me souvenais. C'était un grand homme aux cheveux bruns foncés, mais je ne pouvais pas distinguer son visage car mes yeux étaient fixés quelque part sur le côté. Je fixais le pistolet qu'il pointait vers moi. Ça a semblé durer très longtemps, mais ce n'était en réalité que quelques secondes, puis j'ai vu un éclair. J'étais déjà en train de tomber en arrière dans les escaliers quand j'ai entendu l'explosion forte produite par le pistolet qui venait de partir. Après cela, je ne me souvenais que de fragments de l'incident. Je me rappelle vaguement m'être réveillé à l'hôpital, Nikki tenant ma main et pleurant, mais peut-être que c'était un rêve. Je n'étais juste sûr de rien. La prochaine fois que j'ai vu Nikki, elle n'avait pas l'air bien. Elle était très pâle, ses yeux étaient rougis et gonflés. Elle s'est approchée du lit, a pris ma main et m'a embrassé le front. « Nikki, ça va ?» ai-je demandé. « Tu n'as pas l'air bien. » J'ai été surpris par le son de ma voix. Elle était rauque et faible. « Je n'arrivais pas à dormir, » a-t-elle dit. « J'avais tellement peur de te perdre. Le médecin vient de me dire que tu es hors de danger et que tu devrais te rétablir complètement. Depuis quand suis-je ici ? Ai-je demandé. Depuis vendredi. Je sais que depuis vendredi, mais quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Mardi, a dit Nikki. J'ai perdu 3 jours, ai-je dit. Comment te sens-tu aujourd'hui ? A demandé Nikki. Je ne sais pas. Je ne ressens presque rien en ce moment. Ma tête est claire et j'espère que ça va rester ainsi. Jusqu'à présent, j'étais comme dans un brouillard, ai-je dit. Que m'est-il arrivé ? Tu ne te souviens pas ? A demandé Nikki. Juste un tout petit peu, ai-je dit. Nikki a commencé à dire quelque chose mais elle a été interrompue par une voix d'homme. Pourquoi ne me laissez-vous pas mettre Monsieur Anderson au courant ? A dit la voix. La source de la voix s'est avérée être Curly. Il est entré dans la pièce juste au moment où je demandais à Nikki ce qui n'allait pas et s'est assis à côté d'elle. Il m'a semblé que Curly portait toujours le même costume marron. Qui êtes-vous ? Ai-je demandé. Tu ne te souviens pas ? A-t-il demandé. Je me souviens que vous me posiez des questions, mais je ne me souviens ni de votre nom ni de ce que vous m'avez demandé, ai-je dit. Je suis le détective Tony Tranca. J'ai été affecté à cette affaire, a-t-il dit. Quelle est exactement cette affaire ? Ai-je demandé. Voici ce que nous savons jusqu'à présent, a dit le détective Tranca. Vous êtes rentré chez vous de Dallas vendredi vers midi. Lorsque vous êtes entré chez vous, il semble que vous ayez été confronté à un cambriolage imminent. Nous ne savons pas encore combien de personnes étaient impliquées, mais vous montiez les escaliers avec vos bagages lorsque vous avez été abattu par un homme se tenant en haut des escaliers. Vous avez été touché 3 fois au total à la poitrine et à l'abdomen. Madame Anderson est entrée dans la maison vers midi 25 et vous a trouvé allongé en bas des escaliers. Elle a appelé le 911 dès qu'elle vous a trouvé. Il semble que le cambrioleur ou les cambrioleurs soient partis immédiatement après que vous ayez été abattu. Ils ont probablement eu peur que quelqu'un ait entendu les coups de feu. Il se trouve que vous avez eu beaucoup de chance à 2 égards. Tout d'abord, le coupable a utilisé un pistolet de calibre 32, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles vous avez survécu. 1.
32 ne fait pas autant de dégâts qu'un 38 ou un 9 mm, par exemple. La deuxième bonne fortune a été que votre femme est rentrée pour dîner. Si elle ne vous avait pas trouvé et n'avait pas appelé à l'aide, vous seriez mort de votre sang en quelques minutes. J'ai serré la main de Nikki et lui ai souri. Que dites-vous à votre femme lorsque vous découvrez qu'elle vous a sauvé la vie? Un simple merci ne semble pas suffisant. J'ai regardé à nouveau le détective. Avez-vous une idée de qui aurait pu faire cela? Ai-je demandé. Il y a eu plusieurs cambriolages récemment dans le quartier de Sherman Oaks. Ils ont cambriolé des maisons en plein jour lorsque les propriétaires étaient au travail, a-t-il dit. C'est le premier incident. Nous espérons qu'après la fusillade, ils ont pu commettre une erreur dans la panique et nous laisser des preuves pour les attraper. Je crois que vous avez été blessé parce que vous avez vu au moins l'un d'entre eux et qu'ils ont supposé que vous étiez mort. Sinon, ils se seraient probablement assurés que ce soit le cas. J'aimerais vous demander à nouveau ce dont vous vous souvenez de ce qui s'est passé vendredi, a dit le détective Trinka. J'ai dit au détective Trinka que tout ce dont je me souvenais était d'avoir monté mes sacs à l'étage, et quand je me suis retourné sur le palier, j'ai vu quelqu'un en haut des escaliers. Je lui ai dit que le gars était grand, avec des cheveux bruns foncés, mais je ne pouvais pas voir son visage car je regardais l'arme. Je lui ai dit que je ne me souvenais de rien après le premier coup de feu. Vous avez probablement vu son visage, a dit le détective Trinka, mais la vue de l'arme vous a choqué, c'est donc tout ce dont vous vous souvenez maintenant, mais avec le temps, je pense que vous vous souviendrez de son apparence et pourrez nous la décrire. J'espère bien, ai-je dit. Maintenant je vous laisse seul, a dit le détective Trinka. Je repasserai demain pour voir si vous vous souvenez de quelque chose d'autre. J'ai regardé Nikki et dit, merci d'avoir sauvé ma vie, ma grande. Nikki a pleuré, s'est penchée et m'a embrassé le visage. Eric, je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais, a dit Nikki. Et puis une pensée horrible m'a frappé. Mon estomac s'est contracté et une boule est montée dans ma gorge que je ne pouvais pas avaler. Nikki a vu des larmes couler de mes yeux et a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? As-tu mal? Oui, mais ce n'est pas une douleur physique, ai-je répondu. Il m'est juste venu à l'esprit que si je n'étais pas rentré à la maison à ce moment-là, tu serais entré dans la maison et tu aurais pu être tué. Maintenant je ne me sens pas si mal d'avoir été blessé. J'ai peut-être sauvé ta vie sans même m'en rendre compte. Nikki m'a serré dans ses bras, et je crois que nous avons tous les deux pleuré pendant quelques minutes. Après cela, j'ai commencé à ressentir un certain inconfort de mes blessures. Nikki a appelé une infirmière, et elle est venue me donner quelque chose pour la douleur. J'ai dormi quelques heures, et quand je me suis réveillé, Nikki était assise près de la fenêtre en train de lire. Dès qu'elle a remarqué que j'étais réveillé, elle est venue vers mon lit et m'a embrassé. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « As-tu besoin de quelque chose pour la douleur » ? « Non, je vais bien pour le moment, ai-je répondu. Avant de m'endormir, je voulais te demander ce qui t'avait retenu. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui a été pris? Compris ces salauds de notre maison? Demandai-je. Qu'avons-nous perdu? Je ne sais pas, dit Nikki. Ils ont laissé un désordre dans le salon, mais je ne sais pas ce qui a été cassé ou endommagé, et je n'ai pas encore regardé précisément ce qui manque. Pourquoi n'as-tu pas vérifié ce qui a été volé? Demandai-je. Je n'étais pas en colère, j'étais juste curieux. Je ne suis pas retourné à la maison depuis que c'est arrivé. Les flics enquêtaient tout le temps et je ne pouvais tout simplement pas être là. Entrer dans la maison et voir ton sang par terre au pied de l'escalier, je ne pouvais tout simplement pas rester là. Depuis que c'est arrivé, je suis resté chez mes parents. Bien sûr, je suis désolé pour ça. Je n'y ai tout simplement pas pensé, dis-je. Je peux comprendre que tu ne veuilles pas être là pour le moment. Je suppose que nous devrons engager quelqu'un pour venir nettoyer. Nous ne pouvons rien faire tant que la police n'aura pas libéré la maison. Ils disent que c'est une scène de crime et nous devrons attendre qu'ils aient terminé leur enquête avant de pouvoir nettoyer la maison. Il n'y a pas d'urgence. Nous pouvons rester chez mes parents jusqu'à ce que la maison soit nettoyée. Le reste du temps, Nikki était là, nous avons parlé de tout sauf de ce qui s'était passé vendredi. Cette nuit-là, après le départ de Nikki, j'ai pensé à quel point j'étais proche de tout perdre et à quel point j'étais proche de perdre Nikki. Autant l'avoir abattu. J'ai essayé de me rappeler quelque chose d'important sur la fusillade et j'ai pensé à quelque chose d'autre qui semblait important. Je n'étais pas sûr de l'exactitude de ma mémoire, mais à chaque fois que j'essayais d'imaginer le tireur, la même chose me revenait. J'espérais que le détective Tranco passerait le lendemain et que je pourrais lui en parler.
Une infirmière est entrée quelques minutes plus tard, a mis quelque chose dans ma perfusion et je me suis endormi quelques minutes plus tard. Quand je me suis réveillé le matin, je me sentais beaucoup mieux. Je ne pouvais toujours pas bouger dans le lit et je me demandais pourquoi. Mes blessures étaient-elles plus graves que je ne le pensais? À 8 heures, Nikki est entrée dans la chambre. Elle m'a embrassé et a dit « Je t'aime Eric. » Moi aussi, je t'aime. Eric, je ne peux pas rester avec toi aujourd'hui, a dit Nikki. L'école ouvre dans 2 semaines et je dois assister à des réunions et préparer la classe. Je resterai jusqu'à la visite des médecins, puis je devrai partir. Je serai de retour vers 4 heures. C'est bon chérie, dis-je. Je vais bien. Je pourrais faire une sieste pendant ton absence. Nikki a ri. Une sieste? Demanda-t-elle. Tu veux dire tes pauses entre le sommeil et les siestes? Oui, toutes ces siestes me fatiguent, dis-je. J'ai commencé à rire mais ça m'a fait mal à la poitrine et quand Nikki a vu mon visage crispé, elle s'est mise à pleurer. Ce n'est rien Nikki, ça fait juste mal quand je ris donc ne sois pas drôle, dis-je. Nikki a essayé de sourire mais les larmes continuaient de couler sur ses joues. Elle était en train de sortir un mouchoir de son sac à main quand le médecin est entré. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, monsieur Anderson ?» demanda le médecin. « Je ne sais pas, répondis-je. Je pense que je vais bien compte tenu des circonstances. Je suis désolé, je suis sûr que vous vous êtes présenté à moi avant mais je ne me souviens pas de votre nom. Pas besoin de t'excuser, dit-il. C'est assez clair, je suis le docteur Berger. Docteur Berger, pouvez-vous me dire pourquoi je ne peux pas bouger mes bras ou mes jambes et que je ne peux tourner la tête que légèrement dans différentes directions, demandai-je. Nous avons dû t'immobiliser pour éviter que tu te blesses à nouveau après l'opération, répondit-il. Quelle est la gravité de mes blessures? Sérieuse mais tu es hors de danger maintenant. Tu as beaucoup de chance, dit le docteur Berger. Je sais que le détective Tranca me l'a déjà dit. Si c'était eu été un calibre plus gros, je serais probablement mort maintenant, dis-je. J'ai immédiatement regretté car j'ai vu le visage de Nikki devenir complètement blanc. C'est vrai, mais tu as encore plus de chance car les balles t'ont touché. Heureusement, les balles n'ont pas touché ton foie ou tes reins. Elles n'ont pas vraiment fait beaucoup de dégâts. Combien de temps Eric devra-t-il rester à l'hôpital? Demanda Nikki. J'espère qu'il se lèvera cet après-midi et si tout se passe aussi bien que jusqu'à présent, nous le renverrons probablement chez lui lundi, mais Eric devra se reposer encore quelques semaines. Je ne recommanderais pas de retourner au travail avant au moins 3 semaines, dit le docteur Berger. Quand le médecin est parti, Nikki a dit qu'elle avait hâte de rentrer à la maison. Je vais engager une infirmière pour prendre soin de toi pendant la journée et je serai ton aidante la nuit, dit-elle. Après avoir écouté le médecin, Nikki semblait plus enthousiaste. Elle m'a embrassé et m'a dit qu'elle reviendrait vers 4 heures, puis elle est partie. Après le départ de Nikki, j'ai essayé de dormir mais j'étais trop agité. J'observais les pigeons sur le rebord de la fenêtre quand le détective Tranca est apparu. « Vous sentez-vous mieux aujourd'hui, monsieur Anderson ?» Je pense que oui, oui. C'est difficile de comparer comment je me sens maintenant à comment je me sentais quand j'étais dans un brouillard permanent. Je pense que c'est mieux maintenant. Je voulais juste passer pour voir si vous vous souveniez de quelque chose de nouveau de la nuit dernière. Quelque chose m'est revenu de la nuit dernière mais je ne suis pas sûr si c'est un vrai souvenir ou non, dis-je. Dites-moi. La nuit dernière, je revisuais sans cesse les images dans ma tête pour voir si quelque chose de nouveau surgirait. À chaque fois je me rappelais tout de la même manière sauf que j'ai remarqué quelque chose que j'ai peut-être vu mais que je n'ai pas enregistré en mémoire. Je ne peux toujours pas me rappeler du visage du tireur mais je pense que quand j'ai regardé l'arme, elle était dans sa main gauche. Il portait une bague mais cela ne semblait pas être une alliance. Elle était à son doigt du milieu et était noire, probablement en onyx. Est-ce que cela aide? Oui, cela aide, dit le détective Tranca. Savoir que notre tireur est probablement gaucher et porte une bague en onyx aide beaucoup. Ce n'est pas aussi bon que la description de son visage mais cela aide quand même. Autre chose? Non, c'est tout ce dont je me souviens pour l'instant. Nous sommes restés silencieux un moment et puis j'ai remarqué que le détective Tranca était toujours dans son costume marron et j'ai failli rire. Il m'a remarqué en train de le regarder et a baissé les yeux sur ses vêtements. Je vois que tu as remarqué mon nouveau costume, dit-il en souriant. Je ne suis pas habituellement aussi bien habillé. Désolé, je ne voulais pas te fixer. Ce n'est pas grave, a-t-il dit. Il y a eu un incendie dans notre maison et j'ai perdu tous mes vêtements.
Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Votre maison a-t-elle été gravement endommagée? La maison n'a pas été endommagée, seuls mes vêtements ont brûlé, a-t-il dit. D'une manière ou d'une autre, tous mes vêtements se sont retrouvés empilés dans l'allée et accidentellement trempés d'essence. Ensuite, quelqu'un a laissé tomber une allumette ou une cigarette à côté de la pile. Waouh, il ne restait plus rien qu'une paire de chaussettes croustillantes. Je pense que ma femme était assez en colère contre moi ce soir-là. Il a ri un peu et a dit « Je suppose que nous arrangerons ça, mais en attendant je vis dans ma voiture et j'ai dû acheter ce costume au magasin de l'armée du salut. C'est la seule chose que je peux porter en ce moment. » Je le plaignais. Le détective Tranca avait l'air d'être un type sympa et je détestais penser qu'il avait des problèmes conjugaux. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour que sa femme soit si en colère qu'elle commence à mettre le feu à ses vêtements? Je suppose qu'au fond de moi je l'ai deviné. Je me demandais comment les choses pouvaient être si mauvaises dans un mariage qu'il ne prenait pas de mesures pour résoudre les problèmes. Le détective Tranca est resté avec moi pendant plus d'une heure mais nous avons juste parlé. J'avais l'impression qu'il voulait me dire quelque chose mais pour une raison quelconque il se retenait. Finalement, j'ai dû demander. Je pense qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas mais que tu aimerais dire. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Te souviens-tu que je t'ai dit que le tireur pensait que tu étais mort sinon il se serait assuré que tu sois mort? A demandé le détective Tranca. Oui, je me souviens ai-je dit et j'ai attendu qu'il termine. Le tireur savait que tu n'étais pas mort mais il était sûr que tu allais mourir. Il voulait que tu meures mais il voulait que ce soit lent. C'est pourquoi les 2 derniers coups sont venus dans le ventre et non dans la tête, a dit le détective Tranca. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi a-t-il fait ça? Juste parce qu'il pensait que je pouvais le voir. Je ne sais pas mais j'avais l'intention de découvrir. Après cela, le détective Tranca m'a posé des questions sur mon travail et les gens avec qui je travaillais. Ce n'est que lorsque qu'il est parti que j'ai réalisé qu'il pourrait soupçonner quelqu'un que je connaissais d'être le tireur. Au cours des jours suivants, je me sentais plus fort et les infirmières m'ont fait sortir du lit pour marcher dans les couloirs. Nikki venait me voir chaque matin et revenait après le travail pour dîner avec moi à nouveau. Elle restait chaque soir jusqu'à la fin des heures de visite. Quelquefois, quand j'étais seul la nuit, j'appelais Nikki chez ses parents et à chaque fois nous parlions pendant plus d'une demi-heure. Chaque jour, en regardant Nikki, je commençais à m'inquiéter. J'avais l'impression de devenir plus fort chaque jour mais Nikki ne semblait pas aller aussi bien. Sa couleur de peau était cendrée et ses yeux semblaient toujours gonflés et rouges. J'avais l'impression qu'elle avait perdu du poids et ne dormait pas bien. Elle avait traversé une période difficile. Le fait que j'étais allongé par terre avec du sang qui coulait de moi et ensuite ne sachant pas si j'allais vivre ou mourir, pendant plus de 3 jours, la gardait éveillée. J'étais sûr que lorsque je sortirais de l'hôpital et que nous rentrerions chez nous, elle commencerait à se sentir mieux. Quand j'étais seul la nuit et que je ne pouvais pas dormir, tout ce à quoi je pouvais penser était Nikki. Je me souvenais de comment nous nous sommes rencontrés lors de ma dernière année à l'université. Nous avons été présentés lors d'une fête de fraternité, mais pas dans les meilleures circonstances. Elle était venue à la fête en tant que cavalière pour l'un de mes frères, mais il était tellement ivre qu'il pouvait à peine tenir debout et a dû me demander de le ramener chez lui. À l'époque, Nikki n'avait fait aucune impression sur moi ni sur mes frères de fraternité. Elle ne m'a pas parlé jusqu'à ce que je la dépose et elle m'a seulement remercié pour le trajet. Nicole Saunders, en revanche, m'avait fait une grande impression. Elle était grande et mince avec un très beau corps. Elle avait des cheveux châtains clairs et de grands yeux bruns très expressifs. Son nez s'accordait parfaitement avec son visage et sa grande bouche était capable de créer un sourire éblouissant. Malheureusement, elle ne m'a pas adressé un seul sourire ce soir-là alors que nous nous dirigions vers sa maison de sororité. J'ai vu son sourire quand elle est arrivée à la fête et j'ai immédiatement été jaloux de son cavalier. Je ne l'ai pas revue pendant 2 semaines. Lors d'une autre fête, je suis tombé sur elle. Cette fois, elle m'a souri. « Eric Anderson, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Oui, et tu es Nicole Saunders. Tu t'en souviens. Je suis impressionné. Je pensais qu'après avoir été si impoli avec toi lorsque tu m'as ramené chez moi, tu m'aurais vite oublié, a-t-elle dit. J'ai réfléchi un instant aux belles phrases que j'aurais pu utiliser à ce moment-là mais j'ai choisi la sincérité. J'ai dit, j'ai été impressionné par ton manque d'impression, ce qui m'a fait penser à ton nom. Je n'étais pas sans impression, a-t-elle dit. J'étais juste tellement en colère contre Bob.
Il m'invite à une fête et ensuite il se saoule tellement qu'il ne peut même pas me ramener chez moi. J'ai peur d'avoir laissé ma colère affecter mon attitude envers toi. J'apprécie le fait que tu étais sobre et que tu m'as ramené sans te plaindre de devoir quitter la fête. Je n'ai pas pu résister à l'occasion. Comment pourrais-je me plaindre de l'opportunité de passer du temps seul avec une belle fille comme toi? Nikki a ri et a répondu, « Merci, je suppose. » « As-tu pardonné à Bob? » ai-je demandé. « Non, et je n'ai pas l'intention de le faire, » a-t-elle répondu. Je l'avais rencontré seulement la semaine précédente et c'était notre première et unique sortie. Il a tout gâché. Je n'ai vraiment pas été impressionné par lui. D'accord. Alors que dirais-tu de sortir avec moi? Ai-je demandé. Je promets de rester sobre assez longtemps pour te ramener chez toi. J'adorerais, a dit Nikki. Nous sommes sortis pour notre premier rendez-vous le lendemain et à la fin de la semaine suivante, nous sortions exclusivement ensemble. Je passais des nuits solitaires à l'hôpital en ne pensant qu'à notre vie ensemble. Nikki et moi nous sommes mariés 1 an après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Nikki a obtenu un poste d'enseignante dans le district scolaire de Los Angeles, enseignant l'anglais au lycée, et j'ai décroché un emploi dans une entreprise installant des réseaux informatiques. Nikki et moi étions mariés depuis 6 ans et le voyage à Dallas duquel je venais de rentrer aux États-Unis était un long voyage. La première fois remonte à un peu plus d'1 an, à la fin de l'année scolaire dernière. Nikki s'était portée volontaire pour nous accompagner lors d'un voyage en Allemagne avec les enfants du club allemand de son école. J'ai dû annuler le voyage en Allemagne pour assister à une conférence sur la technologie éducative à Denver cette même semaine. Nikki était déçue mais a réalisé que je n'avais pas le choix. Nous n'étions séparés que pour 1 semaine mais elle me manquait terriblement. Je suis rentré de la conférence le jeudi soir et Nikki est revenue de son voyage au Texas. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital en pensant à la soirée romantique que nous avions passée quand Nikki est rentrée. J'avais préparé un dîner aux chandelles romantiques et après avoir mangé, nous sommes allés nous coucher. Quand Nikki est venue vers moi, je me suis levé, les prises dans mes bras et nous avons commencé à danser sur un CD de rock doux que j'avais mis. Ensuite, alors que nous nous serrions dans les bras, Nikki a dit « Je t'ai apporté un cadeau d'Allemagne ». Elle est allée à l'hôpital et a dit « Je t'ai apporté un cadeau d'Allemagne ». Elle est allée vers sa valise et a commencé à fouiller dedans jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Nikki est revenue et m'a tendu la boîte non emballée. Elle est restée là en souriant pendant que j'essayais de deviner ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. La boîte était plus lourde que ce à quoi je m'attendais et cela m'a déconcerté. Je m'attendais à voir un chapeau ou un autre souvenir léger. Eh bien, ouvre-la, a dit Nikki d'une voix excitée. Dans la boîte suivante se trouvait un verre à bière d'1 litre. La chope était peinte à la main et très belle. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais collectionné quelques chopes et verres à bière au fil des ans, mais jamais rien d'aussi beau, et celui-ci était accompagné de papiers certifiant qu'il s'agissait d'une pièce unique parmi 1000, ce qui en faisait un superbe objet de collection. Ma collection se composait de 5 chopes avec les noms de bières qui ne sont plus brassées, d'une chope en étain avec un fond en verre que j'avais reçu en cadeau pour avoir assisté à un mariage, et de 3 chopes trouvées lors de vide-grenier. Je n'avais pas réalisé que Nikki avait pris ma collection au sérieux. Je n'arrive pas à y croire. C'est magnifique. Mais j'ai peur que tu aies trop dépensé pour moi, dis-je. Tu le mérites et je ne peux jamais trop dépenser pour toi, a répondu Nikki en m'embrassant et en montant sur mon lit. Merci, ma chérie, j'adore vraiment ça. Je savais que ça te plairait. Dès que je l'ai vu, j'ai su que je devais te l'acheter, a-t-elle dit. La chose drôle, c'est qu'après avoir dit cela, elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait et elle a dit « Je suis tellement heureuse d'avoir pu te donner cette chope. Je savais que ce serait spécial. » J'ai serré Nikki contre moi et l'ai tenue dans mes bras pendant longtemps. Un nœud se formait toujours dans ma gorge à la mémoire de cette nuit. C'était l'un de ces souvenirs heureux. J'avais eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma chance d'avoir trouvé Nikki. Je savais que sans elle, j'aurais été perdu. Il m'est soudainement apparu que je passais ma vie en revue comme un vieil homme sur son lit de mort. J'étais jeune, en vie, et j'avais encore beaucoup de temps pour créer d'autres beaux souvenirs avec Nikki. Il était temps de regarder vers l'avenir. Le lundi, j'étais plus que prêt à rentrer chez moi. Nikki avait réussi à se libérer une journée de congé et elle est arrivée tôt à l'hôpital pour m'attendre que je sois autorisé à sortir. À 10 heures, un brancardier m'a conduit jusqu'à l'entrée principale et je suis monté dans la voiture de Nikki. Quand nous nous sommes éloignés de l'hôpital,
Nikki a dit que nous allions chez ses parents, mais j'ai répondu que je voulais rentrer chez moi. La maison n'a pas encore été nettoyée, a dit Nikki. Le détective Tranca m'a donné le nom d'une entreprise qui fait le type de nettoyage dont nous avons besoin. Je les ai appelés vendredi et j'ai arrangé pour qu'ils viennent aujourd'hui. Je veux être là quand ils viendront nettoyer et je veux voir ce qui a été pris pour pouvoir déposer une réclamation d'assurance, ai-je dit. Sur le chemin du retour, Nikki n'a pas dit un mot. Je pense qu'elle avait peur de ma réaction face au désordre qui nous attendait. Avant d'arriver à la maison, j'ai dit à Nikki qu'il serait plus facile pour moi d'entrer dans la maison par la porte d'entrée que de jouer avec les escaliers du garage. Nikki a garé la voiture devant le garage et est venue m'aider à descendre. Nikki tenait ma main pendant que nous marchions lentement vers la porte d'entrée. Je commençais à être nerveux à l'idée de ce qui nous attendait à la maison et je pouvais voir que Nikki était aussi inquiète. Nikki a déverrouillé la porte et je suis entré en premier. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai été frappé par une odeur métallique, semblable au cuivre. Puis je l'ai vue. Au pied des escaliers se trouvait ma petite valise et mon sac. Tous deux étaient trempés de sang. Il y avait aussi une grande flaque de sang séchée sur le sol en bois à côté de mes sacs. Je me suis souvenu que le médecin avait dit que j'avais perdu environ 2 pintes de sang, mais cela semblait beaucoup plus. Quand Nikki est entrée dans la maison, elle s'est tenue à côté de moi et a regardé la flaque de sang rouge sombre. Soudain, elle s'est couvert la bouche de sa main et a couru vers la salle de bain. Je pouvais l'entendre vomir dans la cuvette des toilettes. Apparemment, la vue du sang et l'odeur étaient trop pour elle. Je voulais aller vers elle et l'aider, mais je ne pensais pas que mon estomac était assez fort pour que je puisse lui apporter une assistance. J'ai attendu à côté de la salle de bain jusqu'à ce que Nikki arrête de vomir. Après s'être lavé le visage, je l'ai guidée de la salle de bain à travers la cuisine et dans le salon. Je me suis assis avec elle sur le canapé et j'ai essayé de la calmer. Passant mon bras autour de Nikki, j'ai regardé autour de la pièce. Il y avait des livres et quelques bibelots éparpillés partout par terre. J'ai regardé ma collection de chopes à bière et de verres. Ils étaient tous sur leurs étagères sauf celui que Nikki m'avait ramené d'Allemagne. Je me demandais s'il avait été volé quand Nikki a interrompu mes pensées. Je suis désolé, Eric. Je voulais être forte pour toi, mais voir tout ce sang m'a rappelé tout. Je vais bien maintenant, a dit Nikki. Veux-tu un verre d'eau? Ai-je demandé. Non, ça va, a-t-elle dit. Et puis, je dois m'occuper de toi. Je pense qu'il faudrait te mettre au lit et ensuite je te préparerai un déjeuner que je monterai à l'étage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. Je ne pense pas être en état de monter ces escaliers en ce moment, et je ne pense pas que tu aies besoin de revoir le désordre en bas des escaliers. J'ai une idée. Pourquoi ne me ferais-tu pas un sandwich pour le déjeuner et le laisserais dans le frigo avant de retourner travailler? Je ne peux pas te laisser seul ici. Regarde, je pense que tu te sentiras beaucoup mieux si tu n'es pas là quand ils viendront nettoyer le sang dans le couloir. Je vais bien. Je vais m'allonger sur le canapé et me reposer, et quand j'aurai faim, je pourrai prendre un sandwich, ai-je dit. Je ne sais pas. Je n'ai juste pas envie de te laisser seul. Je vais bien, ai-je dit. L'école reprend la semaine prochaine, et je sais que tu as encore beaucoup de temps. Et je sais que tu as encore beaucoup à faire pour te préparer à la nouvelle année scolaire. Je vais être sage et t'appeler si j'ai des problèmes. Quand tu rentreras, nous commencerons à nettoyer ce désordre, ai-je dit. C'est là que j'ai vu le verre. Il était brisé en petits morceaux sur le foyer de la cheminée. Nikki a vu ce que je regardais et a commencé à pleurer. Ce n'est rien, Nikki, ai-je dit. Le verre peut être remplacé. Maintenant, fais-moi un sandwich et pars d'ici. Es-tu sûr de ça? Absolument. D'accord alors, je vais travailler, a-t-elle dit. Je pense que tu as raison. Je me sentirais mieux si je partais d'ici jusqu'à ce que le hall soit nettoyé. Je ne peux pas le regarder sans me sentir nauséeuse. Quand tu rentreras, ce sera fait, ai-je dit. Nikki a fait comme je lui avais suggéré, m'a préparé un sandwich et l'a mis dans le frigo. Puis elle est partie travailler. Les nettoyeurs sont arrivés environ 1 heure plus tard alors que je mangeais mon sandwich. Je suis allé ouvrir la porte et les ai laissés entrer dans le hall. L'homme qui semblait être en charge a regardé la flaque de sang par terre. Est-ce tout ou y a-t-il d'autres endroits à nettoyer? M'a-t-il demandé. Ce devrait être le seul endroit, mais vous pouvez vérifier les escaliers et le mur du palier pour voir s'il y a des éclaboussures, ai-je répondu. Ça ne devrait pas prendre plus d'1 heure pour nettoyer et désodoriser. Ce sang, c'est le mien.
Waouh, on dirait au moins 2 pintes, a-t-il dit. Tu as de la chance d'être en vie. Comment as-tu déterminé que c'était 2 pintes? Ai-je demandé. J'ai beaucoup d'expérience dans le nettoyage de scènes de crime, et à un moment donné, tu le sais juste, a-t-il dit. Scène de crime. C'était ma maison. C'était difficile de la considérer comme une scène de crime. Les nettoyeurs se sont mis au travail et je suis retourné dans la cuisine pour finir mon sandwich. Après avoir fini de manger, j'ai mis mon assiette dans l'évier et suis retourné dans le salon. J'allais m'asseoir quand j'ai soudain pensé que je devrais vérifier le coffre-fort pour voir si des cambrioleurs étaient entrés. Dans notre maison, il y avait une armoire intégrée dans le mur au-dessus de la cheminée. Elle était conçue pour accueillir une télévision. Nous avions un centre de divertissement le long du mur adjacent, donc j'utilisais l'espace au-dessus de la cheminée pour mon coffre-fort. Le coffre-fort contenait quelque chose. Des polices d'assurance, des documents légaux, des bons d'épargne et quelques certificats d'action. Il y avait aussi environ 100 $ en espèces dans le coffre-fort. La porte du meuble était partiellement ouverte et j'ai supposé que les cambrioleurs avaient dû voir le coffre, mais quand j'ai ouvert la porte, le coffre était intact. Il n'y avait aucun dommage à l'extérieur du coffre, donc cela ne semblait pas que quelqu'un avait essayé de le forcer, et il ne semblait pas que quelqu'un avait même essayé de le déplacer. J'ai ouvert le coffre pour vérifier le contenu et j'ai constaté qu'il ne manquait rien. Cela m'a fait plaisir. J'ai refermé le coffre et fermé les portes du placard. Pendant un moment, j'ai pensé à ranger les objets cassés et éparpillés dans la pièce, mais j'ai réalisé que je n'avais pas l'énergie et je me suis allongé sur le canapé pour me reposer. Quand Nikki est rentrée du travail, le hall d'entrée était impeccablement propre. L'odeur de cuivre avait été remplacée par le parfum de la cannelle. J'ai trouvé que c'était une odeur étrange pour un désodorisant, mais je l'ai même apprécié. J'ai pensé que c'était une bonne idée d'avoir envoyé Nikki travailler ce jour-là, mais quand elle est rentrée, je n'étais plus si sûr. Elle avait l'air très stressée et anxieuse. Il a fallu 20 minutes et un grand verre de whisky pour qu'elle se détende. Quand je lui ai demandé pourquoi elle était si tendue, elle a pleuré. « Je veux juste que tout cela disparaisse », a-t-elle dit. « Je ne veux plus y penser. Je suis sûr que la police attrapera bientôt ces gars, ai-je dit, mais cela n'a pas semblé beaucoup calmer Nikki. Nous n'avons pas pu commencer à nettoyer comme je l'avais prévu. Nikki voulait juste s'asseoir à côté de moi sur le canapé toute la nuit. Cette nuit-là, Nikki et moi avons dormi ensemble pour la première fois depuis 2 semaines, mais rien de plus. Je n'étais pas prêt physiquement pour cela, et Nikki semblait avoir peur de me toucher. Je ne dormais pas depuis longtemps, et j'avais tellement peur. Je ne dormais pas bien. Je me réveillais en pensant avoir entendu quelqu'un dans la maison, et à chaque fois que je me réveillais, je trouvais Nikki aussi éveillée. Mardi s'est mieux passé. Je me sentais un peu plus fort et pouvais descendre les escaliers tout seul. J'ai pris le petit déjeuner avec Nikki et ensuite j'ai nettoyé la cuisine pendant que Nikki se préparait pour le travail. Plus tard dans la matinée, le détective Tranca est passé pour voir comment j'allais et pour dresser la liste de tout ce qui avait été volé. Pendant que nous parlions, j'ai mis le café à infuser. « Avez-vous dressé une liste de ce qui manquait » demanda le détective Tranca. « Non, je ne l'ai pas fait, car il ne semble rien manquer, ai-je dit. »« Vraiment » dit le détective Tranca avec ironie dans sa voix. « Vous y avez probablement déjà réfléchi, détective, mais je pense qu'il y a dû y avoir au moins 2 personnes impliquées, ai-je dit. » Le détective Tranca semblait amusé par cela. « Pourquoi ne serions-nous pas moins formels ? Appelez-moi Tony, et si cela ne vous dérange pas, je vous appellerai Eric. »« Ça ne me dérange pas, ai-je dit. »« D'accord, Eric, alors laissez-moi entendre votre théorie, dit Tony. »« Eh bien, nous savons que quelqu'un était à l'étage car c'est lui qui m'a tiré dessus. Le fait que le rez-de-chaussée soit sens dessus-dessous indique que quelqu'un a fouillé le premier étage, mais rien n'a été volé, ce qui me fait penser que celui qui a fouillé le premier étage est parti quand il a entendu les coups de feu ou peu de temps après. Sinon, pourquoi n'ont-ils pas pris la télévision, le lecteur CD ou le lecteur DVD? C'est le coffre qui a vraiment attisé ma curiosité. Qui que ce soit qui ait fouillé le premier étage a évidemment vu le coffre-fort, alors pourquoi n'ont-ils pas essayé de l'ouvrir ou de l'emporter pour l'ouvrir ailleurs? N'est-ce pas le genre de choses qu'un cambrioleur chercherait, ai-je demandé. Très bien. J'ai essayé de découvrir cela moi-même. Tu as peut-être raison à propos des coups de feu qui les ont effrayés, a dit Tony. Penses-tu qu'il y ait une autre explication, ai-je demandé.
Je préfère garder toutes les options ouvertes. Parfois, si tu essaies trop fort de faire correspondre les faits à tes conclusions, tu peux arriver à la mauvaise réponse, a dit Tony en souriant. J'attendais de voir si Tony me dirait ce qu'il pensait, mais apparemment il ne voulait pas que je m'implique autant dans son enquête. À ce moment-là, le café était terminé et j'ai demandé à Tony s'il avait le temps pour une tasse. J'adorerais, a-t-il répondu. J'ai versé 2 tasses, les ai emmenées dans le salon, et nous nous sommes assis, moi sur le canapé et Tony dans le fauteuil en face de moi. J'ai remarqué qu'il regardait autour de la pièce et observait le désordre laissé par les cambrioleurs. Je suppose que je vais devoir commencer à ranger l'endroit après ton départ, ai-je dit. J'ai vu beaucoup plus de destruction causée par des cambrioleurs, mais j'ai aussi vu des cas où rien n'était en place sauf des objets volés, a dit Tony. Et puis une question m'est venue à l'esprit que je ne voulais pas poser, mais que je savais que je devais. Je suppose que l'homme qui m'a tiré dessus sait maintenant que j'ai survécu. Penses-tu qu'il y ait une chance qu'il revienne et essaie de terminer le travail, ai-je demandé. Il y a toujours cette possibilité, mais je pense que c'est peu probable. Il sait que tu es en vie, mais il sait aussi que tu ne pourrais pas le décrire. S'il te cherche maintenant, cela ne fait qu'augmenter la probabilité qu'il soit attrapé. Es-tu inquiet? Pas tellement pour moi, mais pour la sécurité de Nikki. Je sais qu'elle n'a pas bien dormi la nuit dernière et je pense que c'est parce qu'elle craint qu'il revienne, ai-je dit. Je peux renforcer les patrouilles dans ton quartier pendant un certain temps si cela peut aider. Oui, merci. J'ai pris une gorgée de café et j'ai décidé de changer de sujet. Je vois que tu portes un nouveau costume aujourd'hui. Comment vont les choses à la maison, ai-je demandé. Beaucoup mieux, merci. Ma femme m'a pardonné ma stupidité, a dit Tony. Une autre femme? Presque, a dit Tony. Tracy m'a surpris avec une autre femme lors d'une fête. J'avais trop bu et cette femme flirtait beaucoup avec moi. Je me suis laissé emporter. Heureusement, Tracy m'a surpris avant que j'aille trop loin. Aussi en colère qu'elle était de m'avoir surpris en train de la poignarder dans le dos, j'ai frémi à l'idée de ce qu'elle aurait fait si elle m'avait surpris en train de danser le tango horizontal avec cette femme. La seule chose qui a sauvé ma peau, c'est que Tracy sait que je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je commençais à avoir l'impression que Tony et moi devenions amis. Peut-être que je me trompe sur la situation, mais je me sentais définitivement à l'aise de lui parler et il semblait détendu en ma présence. C'est toujours agréable de se faire de nouveaux amis. Tony est resté pour une deuxième tasse de café puis a dû partir lorsqu'il a reçu un appel de la police. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer. Il n'y avait vraiment pas grand-chose à nettoyer, mais je devais avancer lentement car j'étais encore très faible. La partie la plus triste de ce nettoyage était de ramasser les éclats du verre à bière que Nikki m'avait acheté en Allemagne. Il y avait beaucoup de choses éparpillées dans la pièce, mais le verre était le seul objet cassé. On aurait dit que quelqu'un l'avait cassé juste pour embêter. Parmi les 13 tasses et verres sur l'étagère. Pourquoi celui-ci en particulier était-il cassé? C'était le plus précieux et le seul qui avait une valeur sentimentale significative pour moi. Je commençais à m'énerver, mais je me suis souvenu que j'avais été tiré dessus 3 fois aussi. J'ai décidé d'essayer de mettre la situation en perspective. Lorsque le nettoyage du premier étage fut terminé, je suis monté à l'étage. J'ai trouvé un peu curieux qu'il n'y ait rien en plus au deuxième étage. Nikki n'avait pas beaucoup de bijoux coûteux, mais tout ce qu'elle avait était dans une boîte sur sa commode. Rien n'avait disparu. Cela m'a amené à la conclusion que je devais être entré dans la maison juste après le type qui m'avait tiré dessus soit monté à l'étage, ne lui laissant pas le temps de commencer à chercher des objets de valeur. Il commençait à sembler que, même si j'avais été blessé par balle, j'avais empêché les cambrioleurs de voler quoi que ce soit dans la maison. Quand Nikki est rentrée du travail ce soir-là, il n'y avait plus aucune trace de ce qui s'était passé dans la maison il y a seulement 1 semaine et demie. Quand Nikki a vu que j'avais nettoyé la maison, elle m'a grondé. « Tu sais que tu devrais encore te reposer » a-t-elle dit. Je ne pouvais plus rester assis à regarder ce désordre, ai-je dit. En plus, je me suis senti plutôt bien toute la journée. « Eh bien, tu n'as pas l'air si bien maintenant » a-t-elle dit. « Tu es très pâle. Tu es juste assis ici pendant que je prépare le dîner. Si tu te lèves à nouveau, j'appellerai le docteur Berger et lui dirai de te remettre à l'hôpital. » Nikki souriait en disant cela. « D'accord, je vais être sage. » ai-je dit. « S'il te plaît, ne me renvoie pas à l'hôpital. » Nikki a commencé à rire de moi. « Assieds-toi simplement pendant que je te prépare le dîner, a-t-elle dit. Après le dîner,
Nikki m'a porté au lit et a changé mes pansements. Nous étions tous les deux soulagés qu'il n'y ait pas de saignement ou d'écoulement des plaies. Après avoir appliqué des pansements frais, Nikki m'a fait un massage très doux. Je crois que j'ai un peu exagéré ce jour-là. Je me suis endormi avant que Nikki ait fini le massage. Mercredi matin, je me suis levé et j'ai pris le petit déjeuner avec Nikki. Il y a une journée portes ouvertes pour les nouveaux élèves à l'école aujourd'hui, a dit Nikki. Je peux probablement être excusé si tu préfères que je reste à la maison. À quelle heure rentres-tu ? Ai-je demandé. Ça commence à 7 heures et se termine à 8h30. Je dois être à la maison au plus tard à 9 heures. Je rentrerai de l'école à 16 heures, je préparerai le dîner et changerai tes pansements avant d'aller à la journée portes ouvertes. Je devrais partir d'ici à 18h30, a dit Nikki. Je pense que tu devrais y aller, ai-je dit. Nous devons continuer notre vie normale et nous assurer que nous sommes tous en sécurité. Je pense que la vie de Nikki est aussi importante que la nôtre. Alors que Nikki se préparait à partir travailler, je pouvais voir que quelque chose la préoccupait. Il était évident pour moi que Nikki était toujours inquiète pour moi. Quand elle est venue me faire un baiser avant de partir travailler, elle m'a serré un peu plus longtemps et un peu plus fort que d'habitude. « Je t'aime », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Moi aussi, je t'aime ». Après le départ de Nikki, la maison est devenue trop silencieuse. J'ai essayé de trouver quelque chose pour m'occuper, mais les seules idées qui me venaient à l'esprit étaient trop lourdes pour moi dans l'état où j'étais. Je m'étais trop dépensé la veille et avais promis à Nikki et à moi-même que je prendrais la journée tranquillement. J'ai décidé de charger le lecteur CD et de le mettre à faible volume. Ensuite, j'ai sorti le livre de Dean Koontz que j'avais récemment acheté mais que je n'avais pas encore commencé et je me suis assis pour lire. J'ai lu jusqu'à ce que Nikki rentre à la maison, interrompu seulement pour le déjeuner. Nikki était contente que je ne me sois pas trop dépensé toute la journée, mais a dit que j'aurais dû poser le livre pendant quelques heures et faire une sieste. Nikki a changé mes pansements, a préparé le dîner et était prête à partir pour la soirée portes ouvertes du collège à 18h30. Quand elle est partie, je suis allé dans le salon pour regarder la télévision. Malheureusement, la télé ne diffusait que des rediffusions d'émissions estivales, alors j'ai éteint la télé et je me suis assis. N'ayant rien pour occuper mes pensées, j'ai commencé à réfléchir de nouveau au cambriolage et à la fusillade. Quelque chose commençait à me tracasser dans toute cette histoire. Si c'était bien l'équipe de cambrioleurs dont Tony pensait qu'ils étaient responsables, je ne comprenais pas comment ils auraient pu repartir les mains vides. Il n'était toujours pas clair comment ils étaient entrés dans la maison en premier lieu, et cela me préoccupait énormément. Ce sentiment perturbant m'a poussé à me lever et à vérifier une fois de plus le coffre-fort. Peut-être qu'il manquait quelque chose dans le coffre que je n'avais pas remarqué lors de ma première inspection. En ouvrant le coffre, j'ai passé en revue tous mes dossiers et m'assurant que rien ne manquait, mais j'ai réalisé que j'avais omis quelque chose lors de ma première inspection. J'ai fixé les 2 bons de $300 American Airlines, et mes jambes se sont raidies en réalisant ce qu'ils signifiaient. Je les ai remis dans le coffre et je me suis assis sur le canapé pour réfléchir à la situation avec cette nouvelle information en tête. Quand je n'ai pas pu en tirer une autre conclusion, j'ai crié fort. « Ça ne peut pas être, bon sang. Ça ne peut pas arriver. Bon sang, Nikki. Qu'as-tu fait ?» Partie de la douleur que j'ai ressentie dans ma poitrine était pire que ce que mes blessures auraient pu causer. Je commençais à douter que Nikki m'ait simplement asséné le coup final. Tout n'était pas encore clair, donc je savais que je devais prendre les choses lentement pour ne pas commettre une grosse erreur. J'ai analysé chaque scénario possible et je revenais toujours à une conclusion. Nikki était déjà dans la maison quand j'ai été touché par balle. Elle devait être à l'étage avec le tireur quand je suis entré dans la maison. Maintenant, je devais comprendre ce que cela signifiait et ce que j'allais faire. J'étais très en colère et je savais que lorsque Nikki rentrerait à la maison, la confrontation serait horrible. J'ai essayé de planifier ce que je lui dirais, mais ma colère était telle que je savais que je ne pourrais pas la contenir, et cela me faisait peur. La pensée de Nikki seule à l'étage avec un autre homme me rendait fou. J'ai finalement décidé que je ne pouvais pas lui parler car j'avais peur de lui faire du mal. Quand j'ai rassemblé tous les faits dans le bon ordre, j'ai réalisé qu'il était temps de parler à Tony, mais avant de l'appeler, j'avais besoin de parler à quelqu'un d'autre. Jim Culkin et moi avions grandi ensemble à Glendale. Nous avions été les meilleurs amis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Jim était le témoin de mon mariage, et j'étais le témoin du sien. Je n'avais pas beaucoup vu Jim ces dernières années.
Jim habitait toujours à Glendale, et Nikki et moi vivions à Sherman Oaks, et il semblait que c'était trop d'efforts pour se voir aussi souvent que nous l'aurions souhaité. C'est Jim que j'ai appelé ce soir-là. Bonjour, Jim. Eric? Oui, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? M'a-t-il demandé. Pas trop bien en ce moment. Il a dit, tu sais que tu peux compter sur moi, après tout, à quoi servent les amis? J'apprécie cela, mais dans ce cas j'ai besoin de toi, non pas parce que tu es un ami, mais parce que tu es avocat. Quel est le problème? J'ai tout dit à Jim. Je lui ai parlé de la fusillade, du cambriolage apparent, et du fait qu'il n'y avait rien de volé. Ensuite, je lui ai parlé des bons de voyage en avion et de leur signification, et ensuite je lui ai dit ce que je voulais qu'il fasse pour moi. Tu peux compter sur moi, a dit Jim. À quelle heure veux-tu que je vienne? Pourquoi ne prévois-tu pas d'être ici à 9 heures? Ai-je dit. D'accord. Alors je serai chez toi à 9 heures. Merci, Jim. Je ne peux pas te dire à quel point cela signifie beaucoup pour moi. Comme je l'ai dit, à quoi servent les amis? A dit Jim. Dès que j'ai raccroché après avoir parlé à Jim, j'ai appelé Tony sur son téléphone portable. Tony, c'est Eric Anderson. Eric, je suis content que tu aies appelé. J'ai des nouvelles pour toi, a-t-il dit. As-tu la possibilité de venir ici ce soir? Ai-je dit, j'ai quelque chose d'important à te dire à propos de cette affaire, ai-je dit. Tu n'as pas joué au détective, n'est-ce pas? Non, mais j'ai découvert quelque chose qui pourrait éclairer l'affaire. Je ne suis pas content de cela, mais je dois te parler à ce sujet, ai-je dit. Maintenant je suis curieux. Je serai là à 9 heures, a dit Tony. Quand j'ai raccroché avec Tony, il était 19h45. Il restait encore 1h15 avant l'arrivée de Jim et Tony. J'espérais que Nikki rentrerait avant leur arrivée pour ne pas rentrer dans la maison et l'appeler. Je ne voulais pas les surprendre là-bas. J'ai passé la prochaine heure à élaborer un plan d'action. J'ai attrapé un bloc-notes et un crayon et je me suis assis à la table de la cuisine en prenant des notes. J'étais toujours assis là quand Nikki est entrée dans la maison à 20h50. Que écris-tu? A-t-elle demandé. Je prends juste des notes pour quelque chose que je dois faire plus tard, ai-je répondu. Quel genre de chose? Ce n'est pas important pour le moment, ai-je dit. Nous avons des invités qui arrivent dans quelques minutes. Nous avons? Qui? Jim Culkin et Tony Tranca, ai-je dit. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu Jim, a dit Nikki. Pourquoi est-il venu? Je lui ai parlé de la fusillade et il est venu voir s'il pouvait aider, ai-je dit. Ce sera agréable de le revoir, mais comment peut-il aider? A demandé Nikki. Je suppose que nous devrons attendre pour voir. Pourquoi le détective Tranca est-il venu? A-t-elle demandé. Il a dit qu'il avait des nouvelles sur l'affaire, ai-je répondu. Le visage de Nikki reflétait de l'inquiétude. Ont-ils attrapé le voleur qui a tiré sur toi? Je ne sais pas, ai-je dit. Il faudra attendre qu'il la rattrape pour le savoir. Nikki est montée à l'étage pour se changer, et je me suis assis en attendant l'arrivée des invités. J'espérais qu'ils viendraient bientôt. Il m'était très difficile de cacher ma colère. Le premier à arriver, à 9 heures, était Jim. En entrant, je l'ai vu me dévisager, essayant de voir dans quel état j'étais. Nous étions toujours debout dans le vestibule lorsque Nikki est descendue les escaliers et a serré Jim dans ses bras. C'est bon de te revoir, Jim, a dit Nikki en descendant. J'ai embrassé sa joue. À peine notre conversation avait-elle avancé que la sonnette retentit. J'ai ouvert la porte et invité Tony à entrer. Après m'être présenté, Tony m'a regardé comme pour demander ce que Jim faisait là. Pour l'instant, disons simplement que Jim est un observateur intéressé, ai-je dit. Tony a accepté mon explication et nous nous sommes dirigés vers le salon pour nous asseoir. J'avais déjà préparé le café et demandé à Nikki de nous aider à servir les invités. Une fois installé avec notre café, je me suis tourné vers Tony. Tony, au téléphone tu as dit que tu avais des nouvelles pour nous, ai-je dit. Oui, je voulais vous dire que la bande de voleurs que nous soupçonnions dans votre agression a été arrêtée. Ils ont été appréhendés en train de cambrioler une maison à 10 pâtés de maison d'ici cet après-midi, a dit Tony. Je pouvais voir dans le regard de Tony qu'il avait autre chose à dire, et probablement pas de bonnes nouvelles. Tony, j'ai l'impression que tu ne penses pas que ce sont les gars qui m'ont tiré dessus. Comment le sais-tu? Demanda Tony. Comme je te l'ai dit au téléphone, j'ai avancé dans cette affaire moi-même, ai-je dit. Nikki a attrapé mon bras et a dit, quoi? Tu sais qui t'a tiré dessus? Non,
Je ne sais pas qui m'a tiré dessus, mais je pense pouvoir aider Tony à découvrir qui l'a fait, ai-je dit. J'ai regardé Jim et il était là à nous observer. Je me suis tourné vers Tony et il me fixait. D'accord. Eric, tu as la parole, a dit Tony. Je suis très intéressé d'entendre ce que tu as à dire. Tu vas devoir être patient avec moi. J'ai besoin que tu comprennes comment tout cela s'est passé pour que cela ait du sens. Prends ton temps, je garderai mes questions pour plus tard, a dit Tony. Cela m'est venu ce soir. Je vérifiais à nouveau le contenu de mon coffre-fort quand j'ai trouvé 2 bons de voyage American Airlines de $300. Depuis que je me suis réveillé à l'hôpital, j'essaie de me rappeler tout ce qui s'est passé depuis le moment où je suis entré dans la maison et monté les escaliers jusqu'au moment où j'ai été touché. J'espérais me souvenir à quoi ressemblait le tireur, ou qu'autre chose me viendrait à l'esprit, mais la seule chose dont je me souvenais était que le tireur tenait un pistolet dans sa main gauche et portait une bague d'onyx. Quand j'ai trouvé les bons de voyage, j'ai réalisé que je devais remonter encore plus loin pour commencer à reconstituer les événements. Une chose qui m'était claire, mais que je ne voulais pas envisager, c'était qu'en fonction de mes plans initiaux pour rentrer de Dallas, j'étais censé arriver à l'aéroport de Los Angeles à 17h30 vendredi soir. Nikki devait venir me chercher à l'aéroport et nous devions nous arrêter dîner en rentrant, mais mes plans ont changé. Dès jeudi, mon projet était un peu en avance sur le planning, et il s'est avéré que si nous travaillions tard jeudi, nous pourrions terminer le projet et rentrer plus tôt vendredi. J'en ai discuté avec mon équipe et le client, et nous avons tous convenu de rester tard jeudi pour finir le projet. Ce soir-là, nous avons fait une pause dîner vers 17h, et j'ai appelé la compagnie aérienne pour demander si je pouvais avancer mon vol. La fille d'American m'a dit qu'ils avaient un vol à 7h45 qui me déposerait à l'axe à 8h54. Je lui ai demandé de réserver ce vol. Nous avons terminé le travail à 23h30 jeudi soir. Vendredi matin, j'étais à l'aéroport à 6h15. J'ai pris un café, un muffin et un journal, et j'ai attendu à ma porte que les hôtesses ouvrent le comptoir. Une fois ouvert, j'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir. J'ai demandé à l'hôtesse si le vol était complet. Elle m'a répondu que oui, et j'ai demandé s'il avait besoin de volontaires pour un vol ultérieur. Elle m'a dit que oui, alors je lui ai remis mon billet en lui disant que j'étais volontaire. En échange de mon billet, American Airlines m'a donné un bon de $300 pour des voyages futurs et m'a donné une place sur un vol prévu à 9h15. J'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir. J'étais prêt à partir. Ce vol était surréservé, donc j'ai reçu un deuxième bon de $300 et j'ai été placé sur le vol de 10h05 à 14h19. Ce vol n'était pas complet, et je suis arrivé à l'aéroport de Los Angeles à 11h15. En 20 minutes, j'avais fait mes bagages et pris un taxi. La circulation sur les autoroutes était dense ce matin-là, donc nous avons pu nous rendre de l'aéroport à la maison très rapidement. Quand je suis entré dans la maison, j'ai posé les sacs dans le couloir juste au moment où la pendule du grand-père dans le salon sonnait le quart d'heure. Je me souviens avoir regardé l'horloge et vu qu'il était 12h15. Jusqu'à ce que je trouve c'est bon, je ne pouvais pas me rappeler ce que je faisais en entrant dans la maison. Maintenant je me souvenais. Après avoir posé les sacs dans le couloir, je me suis dirigé vers le salon, et ouvert le coffre-fort et y ai mis les 2 bons. J'ai verrouillé le coffre, puis je suis retourné au hall, et pris mes sacs et suis monté à l'étage. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Nikki, qui n'avait pas lâché ma main depuis que nous nous étions assis à table, l'a serré plus fort quand je lui ai rappelé ce qui s'était passé dans les escaliers. Dès que je me suis souvenu de ce que j'avais fait en entrant dans la maison, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de cambrioleur en bas. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'endroit où quelqu'un pourrait se cacher. S'il y avait eu quelqu'un dans cette pièce, je les aurais vus. J'aurais aussi vu le désordre qu'ils auraient causé. Mais il n'y en avait pas. À ce moment-là, toute la chronologie est devenue un problème. Je suis entré dans la maison à 12h15. Il n'y avait aucun signe de cambriolage en cours au premier étage. Au moment où je suis monté à l'étage, au moins 2 minutes de plus s'étaient écoulées, et au moment où j'ai été touché, il était 12h17. 8 minutes plus tard, à 12h25, Nikki me trouve et appelle le 911. Cela signifiait que dans les 8 minutes entre le moment où j'ai été touché et quand Nikki a appelé le 911, les cambrioleurs avaient décidé de disperser des choses au premier étage pour faire croire à un cambriolage, mais n'avaient rien volé. Rien n'avait de sens pour moi.
Si les cambrioleurs étaient dans la maison mais n'avaient encore rien pris et n'avaient même pas commencé à fouiller le premier étage quand l'un d'eux m'a tiré dessus, pourquoi auraient-ils dispersé des choses dans le salon pour faire croire à un cambriolage? Pourquoi ne partiraient-ils pas simplement pour faire croire à un meurtre pur et simple? Pourquoi voulaient-ils attirer l'attention sur eux? C'était très bien pensé, a dit Tony. Je vois que tu commences à penser comme moi. Alors, qui penses-tu qui t'a tiré dessus et pourquoi? Je ne sais toujours pas qui m'a tiré dessus ni pourquoi, mais je pense savoir qui le sait, ai-je dit. Je crois qu'il y avait 2 personnes à l'étage ce jour-là. L'un d'eux a tiré sur moi. L'autre est resté avec moi et m'a regardé saigner pendant 8 minutes avant d'appeler le 911. Pendant ce temps, le tireur a saccagé le salon pour faire croire que j'étais entré dans la maison lors d'un cambriolage. Nikki s'était éloignée de moi et pleurait maintenant, recroquevillée en boule dans un coin du canapé. Je pense que Nikki peut te dire qui m'a tiré dessus et pourquoi, ai-je dit. Tony n'était pas le moins du monde surpris. Je suis désolé, Eric. Je commençais à croire que c'était arrivé aussi, a-t-il dit. Je vais devoir l'emmener pour l'interroger. Tony, pouvons-nous avoir quelques minutes, ai-je demandé. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour le moment. Je ne pense pas que tu devrais parler à Nikki avant que nous ayons éclairci tout ça. Pas pour moi. Je veux que Nikki parle à Jim, ai-je dit. C'est son avocat. Tu as arrangé pour que ta femme soit ici avec son avocat même si elle est probablement impliquée dans ta blessure par balle, demanda Tony. Je ne sais pas ce qui se passait entre Nikki et l'homme qui m'a tiré dessus, mais je ne peux pas croire qu'elle aurait pu le provoquer intentionnellement, ai-je dit. Je veux juste m'assurer qu'elle bénéficie de bons conseils juridiques de la part de quelqu'un en qui elle a confiance. Si tu laisses Jim parler à Nikki pendant quelques minutes, je pense qu'elle coopérera avec toi et répondra à toutes les questions que tu as. Nikki était toujours allongée en boule sur le canapé et ne disait pas un mot. Je suis d'accord avec toi, a dit Tony. Nikki peut parler à Jim et ensuite je lui donnerai l'occasion de venir à la station volontairement et de répondre aux questions. Si elle refuse de venir, nous émettrons un mandat d'arrêt. Il n'y a rien de plus que je puisse faire. Jim, Tony et moi nous sommes levés ensemble et avons marché vers la porte. J'ai serré la main de Tony et l'ai remercié de permettre à Nikki de venir volontairement. Jim a ensuite serré la main de Tony. Je l'aurai à la station dans l'heure, a dit Jim. Je la connais bien. Je pense qu'elle voudra coopérer. J'espère que tu as raison, a dit Tony en se tournant pour quitter la maison. Alors que la porte se refermait, Jim se tourna vers moi et dit « Je vais aller lui parler. Tu sais que tout ce que Nikki me dira restera confidentiel et je ne pourrai pas en discuter avec toi. » Je comprends, dis-je. Je t'ai demandé de le faire car je sais que Nikki se sentirait plus à l'aise avec toi pour la représenter plutôt qu'avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Je n'utiliserai jamais notre amitié pour te pousser à trahir la confiance de ton client et je sais que tu ne le ferais pas même si je te le demandais. Je sais que dans des circonstances normales, tu aurais compris ça, dit Jim, mais ce ne sont pas des circonstances normales. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je dise à Nikki? Si la police la laisse partir après l'interrogatoire, elle devra aller chez ses parents, dis-je. Je l'aime toujours, mais je ne peux pas être avec elle pour le moment. Dis-lui que j'appellerai son père pour lui expliquer la situation. Je suis sûr qu'il viendra à la station de police pour être avec elle. Tu as l'air d'avoir quelque chose d'autre à dire, dit Jim. Pas vraiment. Je ne sais juste pas comme tout cela va se terminer, mais ce n'est pas bon pour mon mariage, dis-je. Je veux que tu fasses ce que tu peux pour Nikki dans cette affaire, mais je te demanderai de ne pas la représenter dans la procédure de divorce. Je sais que tu ne peux pas me représenter, ce serait un conflit d'intérêts, et je ne veux certainement pas que mon meilleur ami soit assis à côté de ma femme pendant les procédures de divorce. Si elle demande, réfère-la simplement à un autre avocat. Pas de problème, dit-il. Je préfère ne pas être impliqué dans les procédures de divorce entre toi et Nikki. Laisse-moi lui parler maintenant. Je pense qu'il vaut mieux que tu ne parles plus à Nikki tant que les choses ne seront pas réglées. Si tu as quelque chose à lui dire, tu peux m'appeler. D'accord? J'ai dit à Jim que j'étais d'accord, mais que je communiquerai avec Nikki par l'intermédiaire de ses parents si nécessaire. Je suis ensuite monté dans notre chambre pendant que Jim se rendait dans le salon pour parler à Nikki. 20 minutes plus tard, Jim m'a appelé en bas et je suis descendu pour voir ce qu'il voulait. Eric, Nikki aimerait monter à l'étage pour rassembler quelques vêtements à emporter avec elle. Je vais aller à mon bureau et lui demander de monter et de faire ses bagages, dis-je.
Je voulais demander si Nikki avait accepté de coopérer avec l'enquête de police, mais je savais que je ne pouvais pas. Jim me dirait tout ce qu'il pourrait et sinon, je devrais juste attendre de voir ce qui se passerait. Pendant que Nikki faisait ses bagages à l'étage, je suis resté assis à mon bureau et j'ai essayé de comprendre tout ce qui s'était passé ce jour-là. Il n'y avait jamais eu de signe de problème dans notre mariage, ou avais-je simplement pas remarqué? L'idée que Nikki ait pu être dans notre chambre avec un autre homme n'avait aucun sens, mais les preuves me faisaient croire justement cela. Tony avait pensé la même chose avant même que cela me traverse l'esprit. Nikki avait-elle vraiment une liaison? Son amant avait-il tiré sur moi? Tony m'avait dit que le tireur voulait clairement ma mort, mais qu'il voulait que je meure lentement. Pourquoi? Je me demande si découvrir qui m'a tiré dessus apporterait plus de clarté. La chose la plus difficile pour moi à comprendre est pourquoi Nikki n'a pas appelé immédiatement le 911. Il a fallu 8 minutes avant qu'elle appelle. Espérait-elle que je meure? Me détestait-elle vraiment autant? Je refusais de le croire. Nikki avait toujours été une épouse aimante. Après la fusillade, elle avait tout fait pour me montrer combien elle m'aimait. J'admettais que la culpabilité pouvait y être pour quelque chose, mais peut-être était-ce lié à quelque chose de plus sombre. Essayait-elle de me convaincre qu'elle n'avait rien à voir avec le fait que j'ai été blessé par balle? Ce qui me terrifiait le plus, c'était que je pourrais ne jamais connaître toute la vérité sur ce qui s'était passé. Lorsque j'ai entendu des pas s'approcher de la porte de mon bureau, j'ai rapidement essuyé les larmes de mes yeux et me suis retourné lorsque la porte s'est ouverte. Jim a passé la tête par la porte. Eric, nous partions juste. Tu as dit que tu allais appeler le père de Nikki, n'est-ce pas? Je vais l'appeler dans quelques minutes. Merci, Jim. Je me suis assis à mon bureau et j'ai attendu que la porte d'entrée se referme. J'avais l'impression de craquer, mais je savais que je devais tenir un peu plus longtemps. Je devais encore appeler le père de Nikki, et je voulais m'assurer de l'attraper avant qu'il ne se couche. Personne ne veut recevoir le genre de nouvelles que j'étais sur le point d'annoncer, et s'il était déjà au lit quand je l'appelais, cela ne ferait qu'aggraver les choses. George? Oh, Eric. Comment vas-tu, mon fils? A dit le père de Nikki. L'état s'améliore, ai-je dit. J'ai bien peur d'avoir quelque chose de dérangeant à vous annoncer. Il y eut un silence dans le combiné pendant un moment, puis... Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Nikki est au poste de police de Sherman Oaks. Elle est interrogée sur son implication dans ma fusillade, ai-je dit. Mon Dieu! Tu ne peux pas être sérieux, a-t-il dit. Tu ne peux pas croire que Nikki ait pu avoir quelque chose à voir avec ça. Écoute, George. Je sais que c'est un choc. Pour moi aussi, ai-je dit. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Je voulais juste te demander d'aller au poste de police et d'être là pour elle. Elle va devoir rester avec toi et Mary pendant un certain temps. Eric, je ne sais pas quoi dire. Il doit s'agir d'une erreur. Nikki t'aime. Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement désolé, George. Je sais que c'est difficile à accepter, ai-je dit. Tu vas au poste? Bien sûr. Que vas-tu faire pour Eric? A-t-il demandé. Je ne sais pas encore. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Attends que nous découvrions ce qui s'est réellement passé avant de prendre des décisions à long terme, a-t-il dit. Je le ferai, George. Merci. Après avoir raccroché, j'ai posé ma tête sur la table et j'ai essayé de chasser toutes les pensées de ma tête. Ce serait le moment le plus difficile depuis le début de toute cette affaire. Je n'avais pas eu le temps de réfléchir à ce que tout cela signifiait avant. Dès que j'ai trouvé les bons de voyage dans le coffre-fort, mes pensées étaient occupées par tout ce que j'avais à faire. Je devais appeler Jim et tout lui expliquer. Je devais contacter Tony et lui demander de venir chez nous. Je devais réfléchir à la manière d'expliquer tout cela à Tony pour qu'il comprenne. Ensuite, je devais parler au père de Nikki. Maintenant que tout cela était fait, j'étais seul pour réfléchir à ce qui m'avait été fait et décider de ce que j'allais faire à ce sujet. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'arrivais pas à chasser une pensée de ma tête. Nikki avait un amant et il m'avait tiré dessus. Il voulait ma mort pour que Nikki reste avec lui. Avait-il prévu de me tuer ou m'a-t-il simplement tiré dessus parce que j'étais arrivé au mauvais moment? Depuis combien de temps durait leur liaison? J'ai réalisé qu'avec ces pensées tourbillonnant dans ma tête, je ne pourrais pas dormir, alors j'ai pris l'un des comprimés antidouleurs prescrits par le médecin et je me suis allongé dans mon lit. Le puissant analgésique m'a endormi en moins de 10 minutes. Quand je me suis levé jeudi,
Je me sentais perdu. Comment allais-je vivre sans Nikki? J'étais très en colère contre elle, mais en même temps elle me manquait terriblement. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais faire, mais mon esprit ne cessait de revenir aux pensées de la trahison de Nikki. Je savais que j'allais devoir surmonter tout cela, mais ce ne serait pas facile. Le téléphone a sonné plusieurs fois ce matin-là, mais j'ai laissé le répondeur prendre les appels. Quelques appels provenaient de l'école. Ils se demandaient où était Nikki. La mère de Nikki a appelé, voulant me parler, mais je n'étais pas prêt pour cette conversation. Il y a eu plusieurs appels qui n'ont laissé aucun message. Je me demandais si tous ces appels pouvaient être de l'amant de Nikki. Enfin, à 5 heures, Tony a appelé. Entendant sa voix, j'ai décroché le téléphone. Tony, je suis là. Salut, Eric, comment tu te débrouilles? A-t-il demandé. Pas trop bien. As-tu du scotch à la maison? A demandé Tony. Oui, j'ai une bouteille. Pourquoi? J'aimerais passer pour boire un verre. Il a dit, bien sûr, entre. J'aurais bien besoin de compagnie, ai-je dit. 1 heure plus tard, Tony était assis en face de moi, faisant tournoyer des glaçons dans un verre de scotch. Désolé, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, a dit Tony. Il venait de me dire que Nikki avait coopéré et avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées. Il a dit qu'elle était à la station pendant 2 heures, puis ils l'ont laissée rentrer chez elle avec son père. Tony a dit qu'ils savent maintenant qui m'avait tiré dessus, mais il ne peut pas me le dire tant qu'il n'est pas arrêté. Apparemment, la personne qui m'avait tiré dessus était hors de l'état pour une réunion et était censée rentrer le dimanche. Il ne voulait pas qu'ils sachent qu'ils le cherchaient. Tony a dit qu'ils auraient pu demander à la police du Colorado, où il était à la réunion, de l'arrêter, mais alors ils auraient dû passer par le processus d'extradition, ce qui aurait pu retarder l'affaire. Tony a dit que le procureur adjoint chargé de l'affaire avait décidé d'attendre jusqu'au dimanche pour pouvoir récupérer le suspect chez lui. J'étais en faveur de ce que la police de Denver le ramène. Je préférais qu'il soit derrière les barreaux et attende l'extradition plutôt que de risquer qu'il découvre que nous le cherchons. Il pourrait disparaître s'il apprenait que nous étions à sa recherche, a dit Tony, mais j'étais contre. J'ai ressenti un certain soulagement qu'ils sachent qui m'avait tiré dessus, mais le fait qu'ils aient obtenu cette information de Nikki confirmait seulement ce que j'espérais ne pas être vrai. Tony m'a dit qu'il ne savait pas ce que Nikki avait dit à l'enquêteur car il n'était pas là pour elle pendant l'entretien. Il a dit que même s'il avait été là, il ne pouvait pas en discuter avec moi. Il a dit que l'enquête était en cours et qu'il ne pourrait pas m'en dire plus que ce qu'il avait déjà dit. J'ai pris une gorgée de whisky et j'ai levé les yeux vers le ventilateur qui tournait lentement au plafond. Je n'arrive pas à comprendre ce que je ressens à propos de tout ça. Je suppose que je suis juste perplexe, ai-je dit. C'est compréhensible. Les choses seront beaucoup plus claires la semaine prochaine, a dit Tony. Tu sais ce que je ferai à ta place? Je déguerpirai d'ici, a-t-il dit. Quoi, partir en ville et aller où? Ai-je demandé. À la plage? À Vegas? À Hawaï? Éloignons-nous d'ici un moment. Un changement de décor te fera du bien, a-t-il dit. J'y ai réfléchi 1 minute et j'ai dit, tu as probablement raison. Rien ne me retient ici pour l'instant. Peut-être que m'allonger sur une plage quelque part serait exactement ce dont j'ai besoin. Dis, je t'appellerai si quelque chose se passe et que tu as besoin de le savoir, a dit Tony. Je pense que je le ferai. Je ne sais pas encore où, mais je partirai quelque part. Merci pour l'offre, cependant. Tu m'appelleras si quelque chose arrive, n'est-ce pas? J'ai dit que j'appellerai, n'est-ce pas? A dit Tony. Tony est resté 1 heure de plus et a simplement discuté avec moi. Quand il est arrivé, j'ai pensé qu'il essayait d'obtenir des informations de ma part, mais il s'est avéré qu'il voulait juste parler. Avant de partir, il a pris mon numéro de téléphone portable et m'a demandé de lui dire où j'allais et où je séjournais. Après le départ de Tony, je me suis demandé où je pourrais partir pour m'éloigner un moment. Hawaï semblait merveilleux, mais dans mon état, je ne me sentais pas capable de supporter un long vol. Tous les endroits auxquels je pouvais penser étaient soit trop loin, soit pas assez loin pour me convenir. Au moment d'aller me coucher, je n'avais toujours pris aucune décision. Le vendredi matin, j'ai appelé mon bureau pour voir ce qui se passait en mon absence. J'ai été à la fois soulagé et déçu d'apprendre qu'il fonctionnait très bien sans moi. J'ai parlé à mon patron, Charlie Carson, de quand je pourrais revenir travailler, et il m'a dit de ne pas m'en faire. Quand tu seras prêt, ton travail t'attendra, a dit Charlie.
Comment Nikki gère-t-elle tout ça? Elle s'en sort aussi bien qu'on pouvait s'y attendre dans ces circonstances, ai-je dit. Je ne lui ai pas dit qu'elle avait été impliquée dans la fusillade. À ce moment-là, il m'a semblé que moins les gens en savaient, mieux c'était. Je sais combien il est difficile pour toi de rester inactif, a dit Charlie. Que vas-tu faire pour t'occuper? J'ai décidé de partir en ville pour quelques semaines, ai-je dit. Où vas-tu aller? Je n'ai pas encore décidé. Je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas rester assis plus de quelques heures, donc pas de long trajet en voiture ou en avion, ai-je dit. Et Vegas, a suggéré Charlie? Je ne sais pas, ai-je dit. J'y ai pensé, mais je ne pense pas vouloir rester dans l'un de ces immenses hôtels. J'ai besoin de pouvoir m'éloigner seul. Ce serait bien si je pouvais avoir un peu d'intimité tout en ayant accès à un casino et de bons restaurants. J'ai peut-être une solution pour toi, a dit Charlie. J'ai une petite maison à Vegas, à quelques miles à l'ouest du Strip. Je l'ai achetée il y a quelques années avant que les prix de l'immobilier n'explosent là-bas. Tu es le bienvenu pour l'utiliser. C'est très généreux de ta part, mais je ne suis pas sûr. Charlie m'a interrompu. En fait, tu me rendrais service. Nous n'y sommes pas allés depuis près de 3 mois. J'apprécierais que tu passes du temps là-bas et que tu vérifies les choses. Assure-toi qu'il n'y a pas de fuite d'eau et que la climatisation fonctionne. Puisque tu en parles ainsi, je pense que je peux le faire. Ce n'est qu'un court vol et un trajet en taxi. Je m'en occuperai, ai-je dit. Merci. D'accord. J'aimerais que tu fasses quelque chose pendant ton séjour là-bas, dit-il. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Il y a une vieille Honda Civic dans le garage. Tu devras peut-être mettre la batterie sur le chargeur que j'ai dans le garage, mais j'aimerais que tu l'utilises pendant ton séjour et que tu fasses le plein d'essence avant de partir. De plus, avant de rentrer chez toi, je veux que tu achètes une caisse de Heineken et que tu la mettes dans le réfrigérateur. Nous y allons le mois prochain et ce serait agréable d'avoir une bière fraîche qui nous attend. Je peux le faire. Peut-être que j'en prendrai même pour moi. Merci, Charlie, ai-je dit. Je suis content que cela te convienne, a dit Charlie. Je déposerai la clé chez toi en rentrant du travail ce soir. J'ai décidé que j'allais prendre l'avion pour Vegas demain matin, alors j'ai appelé pour réserver mes billets. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé chez les parents de Nikki. Allô? Salut, Mary, c'est Eric. Eric, voulais-tu parler à Nikki? A dit Mary. Non, je ne peux pas lui parler pour l'instant, ai-je dit. S'il te plaît, elle a vraiment besoin de te parler. Désolé, je ne peux tout simplement pas gérer ça pour l'instant. J'ai juste appelé pour te dire que je pars en voyage pour un moment, ai-je dit. Je partirai demain matin, donc dis à Nikki que si elle veut passer chez nous pour des vêtements ou autre chose, elle peut passer à n'importe quel moment après 10 heures demain matin. Je lui dirai, Eric, mais ne pourrais-tu pas lui parler toi-même? A supplié Mary. Mary, je ne peux tout simplement pas. Je suis trop en colère et blessé pour communiquer avec elle pour l'instant. Désolé, ai-je dit. Je comprends. J'espère que vous pourrez arranger les choses, a dit Mary. Je ne sais pas pourquoi, mais le dernier commentaire de Mary m'a mis en colère. Arranger les choses? Bon sang, Mary, son amant m'a tiré dessus. Cela ne laisse aucune chance de pardon. Avant que la mère de Nikki ne puisse dire un autre mot, j'ai raccroché. Après cet appel téléphonique, je me sentais complètement mal à l'aise. J'avais honte de m'être mal comporté avec Mary, et j'ai admis à moi-même que je souhaitais que les choses s'arrangent, mais je ne voyais pas comment cela pourrait se faire. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir à ma relation avec Nikki, essayant de trouver le moindre signe indiquant qu'il y avait un problème qui couvait dans notre mariage. Mais il n'y avait rien. Je ne pouvais me rappeler d'une seule chose que Nikki avait faite qui me ferait penser qu'elle me trompait ou qu'il y avait un autre problème dans notre mariage. Je ne pouvais me rappeler que des choses qu'elle avait faites pour me montrer son amour. Je ne pouvais me rappeler d'un seul moment où je n'étais pas sûr que Nikki m'aimait autant que je l'aimais. Comment tout cela a pu se produire est resté un grand mystère pour moi. J'espérais que mon séjour à Las Vegas m'aiderait à y voir plus clair. Ce soir-là, à 18h30, Charlie est passé chez nous et m'a donné les clés et les indications pour sa maison à Las Vegas. Je pense que cette maison va vous plaire, toi et Nikki, a dit Charlie. Elle ne viendra pas avec moi, ai-je dit, regrettant immédiatement mes paroles. Elle ne vient pas? Pourquoi? Demanda Charlie. Elle ne peut pas venir, ai-je répondu en premier lieu. Les cours commencent lundi, donc elle devra rester en ville. Charlie, rends-moi un autre service.
Ne dis à personne où je suis. À personne. Je ne veux pas être dérangé. J'ai réalisé que Charlie comprenait ce que je voulais dire. Ne t'en fais pas. Personne ne saura où tu es à moins que tu ne leur dises toi-même, a dit Charlie. Après le départ de Charlie, j'ai appelé Tony et lui ai dit que j'allais à Vegas. Dans quel hôtel vas-tu séjourner? A-t-il demandé. Je ne vais pas à l'hôtel. Je vais loger chez un ami, ai-je dit. Bien. Qui d'autre sait où tu vas loger? A-t-il demandé. Seulement mon patron et c'est uniquement parce que c'est sa maison. Pourquoi? Je ne veux juste pas que quelqu'un sache où tu es jusqu'à ce que nous ayons un suspect en garde à vue. Je ne suis toujours pas enchanté par la décision du procureur d'attendre que ce type rentre chez lui pour l'arrêter. Trop de choses pourraient mal tourner. Je pense que moins de gens savent où tu es, mieux c'est. Dans ce cas, je suis content d'avoir demandé à mon patron de ne dire à personne où je me rendais, ai-je dit. Bon travail, a dit Tony. As-tu parlé à ta femme? Non. J'ai appelé sa mère ce matin pour lui dire que je m'absentais un moment. Elle a essayé de me convaincre de parler à Nikki, mais j'ai refusé. Bien. Je sais que c'est difficile, mais il vaut mieux que tu ne lui parles pas avant que nous ayons résolu ce problème, a dit Tony. J'ai ton numéro de portable, donc si j'ai besoin de te contacter, je pourrai le faire. Assure-toi juste d'avoir ton portable avec toi. Bon sang, tu es vraiment une mère poule, n'est-ce pas? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ce type ne t'a pas juste tiré dessus dans la panique. Il voulait ta mort, et il voulait que ce soit lent et douloureux. Je pense que s'il en avait l'occasion, il te tuerait à nouveau, a dit Tony. Je peux me tromper, mais 15 ans en tant que flic me disent que j'ai raison. Il n'y a pas de sens à prendre des risques. Je prendrai en compte ton avertissement et je serai prudent, ai-je dit. Y a-t-il autre chose que tu veux me dire? Oui. Le procureur prévoit de parler à ta femme à nouveau demain. As-tu quelque chose que nous pourrions lui demander qui pourrait éclairer cette affaire? A demandé Tony. Tony, j'y ai réfléchi toute la journée et je n'ai rien trouvé. Nikki n'a jamais fait quoi que ce soit qui puisse éveiller le moindre soupçon en moi. Je ne trouve rien qui puisse aider ton enquête. Je veux aider. Je veux des réponses autant que toi, ai-je dit. Je suis sûr que c'est le cas, a-t-il dit. Quand pars-tu? J'ai un vol de 9 heures au départ de Burbank. Eh bien, profite de ton. Je ne sais pas comment appeler ça. Quoi qu'il en soit, essaie de te détendre et de reprendre des forces. Les parties les plus douloureuses de cette affaire sont encore à venir et tu dois être fort pour les affronter, a dit Tony. Tony, j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Cela fait seulement 2 semaines depuis le début de cette tempête de merde, et la seule chose positive qui s'est produite, c'est que j'ai l'impression d'avoir un nouvel ami, ai-je dit. Tu as raison. Tu t'es fait un ami. En général, je ne m'implique pas autant personnellement dans les choses. J'espère juste que lorsque tout cela sera terminé, tu me considéreras toujours comme un ami, a dit Tony. Je ne pense pas que cela posera problème. Je tiens à l'amitié et en plus, je pense qu'avoir un flic comme ami serait une bonne idée de ma part, ai-je dit. Tu sais, tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air, a dit Tony. J'entends ça souvent. Après la conversation, je suis parti faire ma valise pour le voyage. Il me fallait emporter suffisamment de vêtements pour un séjour de 2 semaines tout en voyageant léger. Je n'étais toujours pas assez fort pour porter des valises lourdes. J'ai réussi à utiliser un petit sac et un petit bagage à main. J'ai principalement mis des chaussettes et des sous-vêtements. J'ai pris 3 pantalons, 3 shorts et 6 chemises à manches courtes. Je savais que la maison de Charlie avait une machine à laver et un sèche-linge, donc je n'avais pas besoin de beaucoup de chemises et de pantalons. Si j'avais besoin de quelque chose d'autre, je pouvais l'acheter à Vegas. Fin de la partie 1. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé du prochain épisode. À demain.